Bien, merci de vous installer. Nous allons commencer. J'ai le plaisir de co-modérer cette session Zika, une épidémie et ses conséquences avec le professeur Laurent Andreoletti de Reims. Donc Zika virus, on a vu progresser rapidement les informations, partait d'une infection bénigne, 80% de forme asymptomatique, puis la description de complications neurologiques, d'embryophotopathie, de transmission sexuelle. Et finalement, on a vu éteindre les épidémies avec quand même encore beaucoup de questions qui demeurent. Et nous allons avoir 3 communications sur ce plan. Les données épidémiologiques, virologiques et les moyens de lutte par Isabelle Lepard-Goffard. Les données cliniques et les complications liées à l'infection par le virus Zika par le professeur André Crabier. Et la transmission sexuelle et transmission mère-enfant du virus Zika par Cyril Huissou. Donc chaque orateur a 20 minutes, plus 10 minutes de questions. Et on va donc débuter tout de suite avec Madame Isabelle Lepard-Goffard. Est-ce qu'on peut baisser les spots lumineux, s'il vous plaît? Oui, parce que alors là, je suis carrément éblouie. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, vous avez vu, on a 3 présentations sur Zika. Donc, on a essayé d'être assez sérieux et pas trop chevauchant. Donc, moi, je vais essayer vraiment de cibler ma présentation sur ce qu'on m'a demandé de faire. Hein. Donc, données épidémiologiques et moyens de lutte en premier et la partie virologique en second. Donc au niveau des données épidémiologiques, je vais déjà repartir sur des généralités, même si peut-être tout le monde connaît bien le virus Zika. Donc le virus Zika, c'est un virus de la famille des Flaviviridae du genre Flavivirus, comme les virus de la dengue, et un autre virus qui peut être intéressant en termes de parallèle, qui est le virus West Nile avec un neurotropisme comme le virus Zika. C'est un virus qui a été isolé en 1947 chez le singe, en Ouganda, dans la forêt de Zika, d'où son nom. Et en 1952, il a été isolé dans un premier cas d'infection humaine en Ouganda et Tanzanie. Ce qui est important à savoir dès le départ, c'est qu'on a 2 lignages pour ce virus, un lignage africain et un lignage asiatique. Et les souches qui circulent à l'heure actuelle sont essentiellement des souches du lignage asiatique. C'est important parce qu'en termes de phylogénie, ces virus sont assez quand même éloignés. Et donc en termes de diagnostic, il est vraiment important que les techniques de biologie moléculaire qui soient utilisées soient testées sur ces 2 lignages pour être sûr d'être capable de détecter une émergence du lignage africain. Alors, c'est un arbovirus, donc c'est transmis essentiellement par un moustique. Vous allez voir après qu'il y a d'autres modes de transmission, mais essentiellement par un moustique du genre Aedes aegypti et Aedes albopictus. Ce qu'il faut savoir, c'est que les épidémies actuelles, c'est essentiellement un mode urbain, hein, homme-moustique avec le vecteur Aedes albopictus. Mais en Afrique, il a été démontré en 2007 une épidémie Zika au Gabon avec l'implication sur le terrain du vecteur Aedes j'ai dit Aedes aegypti, excusez-moi, actuellement, mais en Afrique, Aedes albopictus a été déjà impliqué sur une épidémie de Zika au Gabon. Alors, en termes de circulation, je vous ai mis 2 cartes, une carte de juin 2016 et puis une carte actuelle de décembre 2016. Ce que vous voyez, bien sûr, c'est la grosse émergence qu'il y a eu en Amérique dès avril 2015. Et puis, vous voyez la situation Asie avec une épidémie en juin au Vietnam, mais la question asiatique était assez... avec énormément de questions. Et vous avez maintenant la situation en 2016, c'est essentiellement lié, je pense, aussi à une surveillance plus active, où vous voyez en Asie 3 pays qui déclarent des épidémies de virus Zika, que ce soit les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam. Et certains pays où on peut se poser des questions, où peut-être la surveillance est nécessaire. Et puis, ce qui est intéressant, c'est l'Afrique. Alors l'Afrique, on n'a aucune donnée, hein. On sait très bien que la surveillance, même pour le virus de la dengue, est très compliquée. Et on suspecte qu'en fait, en Afrique, le virus est probablement endémique à bas bruit, mais on n'a pas de détection au niveau de l'Afrique. Et puis les dernières données, hein, fin novembre, premier cas autochtone de virus Zika au Texas. Vous savez qu'il y a aussi un foyer en Floride. Le vecteur Aedes aegypti et Aedes albopictus est présent sur une grande partie des États-Unis. Et donc, on peut imaginer, s'il y a des problèmes de lutte antivectorielle, d'une émergence aussi au niveau des États-Unis avec une épidémie. OK. Au niveau phylogénétique, on va repartir un peu sur de la génétique. Ici, vous avez les virus du lignage africain, et puis ici, le lignage asiatique, avec, vous savez, la première épidémie en 2007, qui a été vraiment l'épidémie qui a été publiée de Micronésie.
avec une souche asiatique, et puis la Polynésie française en 2013, et toutes les souches qui circulent en Amérique qui sont dérivées de la souche de Polynésie française. Ce qui est intéressant, c'est l'épidémie de Singapour. Le virus qui a été détecté à l'heure actuelle au niveau de Singapour a été séquencé complètement. Et le virus de l'épidémie de Singapour ne vient pas des Amériques, c'est pas un cas importé des Amériques, mais il vient d'un lignage qui circule, endémique, toujours du lignage asiatique, dans cette partie d'Asie du Sud-Est. Donc ça veut dire qu'en fait, ce virus est probablement endémique en Asie du Sud-Est, avec des pics épidémiques. Et donc, il faut faire attention parce qu'en termes d'émergence et de couple virus-vecteur, on peut avoir des surprises. On connaît maintenant bien le couple virus-vecteur. Je vais vous en parler après pour ces virus de ce groupe, je dirais, Polynésie française. Mais on peut avoir des surprises sur ces virus qui sont présents en Asie du Sud-Est. Alors maintenant, je vais parler plus de nos territoires. Donc ici, c'est pas très joli, c'est un tableau, je ne vous ai pas mis de courbe épidémique, mais la situation dans nos départements français d'Amérique, le virus est toujours épidémique à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, mais dans les départements de la Guyane, de la Guadeloupe et la Martinique, là, les épidémies ont été déclarées finies, mais il y a toujours une circulation virale active. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez la description pour les 3 départements de ces épidémies qui ont été très, très différentes en termes de longueur, en termes de nombre de cas. En particulier, il y a une grosse différence entre la Guadeloupe et la Martinique, où l'épidémie de la Guadeloupe a été très, très haute tout de suite, c'est-à-dire qu'on a eu que 22 semaines d'épidémie et 39 pour la Martinique. Vous avez ici le nombre de cas cumulés, cliniquement évocateurs, donc environ 30 000 pour la Martinique et la Guadeloupe, et 9 000 ou 10 000 pour la Guyane. Et puis vous avez ici le nombre de cumulés de femmes enceintes positives pour le virus Zika, avec une surveillance actuelle des femmes enceintes et des nouveau-nés. Alors pour la métropole, ici, vous avez les données, puisque maintenant l'infection par le virus Zika est une maladie à déclaration obligatoire, donc vous avez les données de surveillance donc de Santé publique France à partir du 1er janvier. Donc il y a eu 1109 cas confirmés, dont 51 femmes enceintes et 5 complications neurologiques. 11 cas d'infection par transmission sexuelle. Et à droite, vous avez les départements en rouge, dont la région parisienne, où le vecteur Aedes albopictus est présent, est implanté et est actif à partir du 1er mai. Donc il y a 30 départements à l'heure actuelle où le moustique vecteur de dengue, de chique et possiblement de Zika est présent. Et donc dans la période de surveillance, qui est pendant la période d'activité du vecteur, on a eu 156 cas importés de dengue, 14 cas de chique, 446 de Zika, une co-infection dengue-Zika. Mais on n'a eu aucun cas autochtone et on a eu 3 cas d'infection par transmission sexuelle. Le nombre de cas importés de Zika pendant cette période est très similaire à ce qu'on a eu pendant l'épidémie de chique aux Antilles. On est toujours en métropole très influencé par ce qui se passe dans nos départements français d'Amérique. Dès qu'il y a des épidémies, on a énormément de cas importés et donc des risques d'émergence et de cas autochtones. Donc là, on n'a pas eu de cas autochtones. On peut se demander si Aedes albopictus, qui est présent au sud de la France, enfin maintenant dans un grand tiers de la France, est compétent. Donc je vous ai mis ici, c'est un petit peu compliqué, mais on va y aller quand même, deux résultats de publication qui sont vraiment très similaires par des Italiens et puis par l'équipe de l'Institut Pasteur pour regarder en laboratoire la compétence d'Aedes albopictus pour le virus Zika qui circule à l'heure actuelle en Amérique. Donc à droite, vous avez l'étude des Italiens avec de l'Aedes albopictus italien, comparé en jaune, comparé à de l'Aedes aegypti d'Amérique du Sud. Et l'équipe de l'Institut Pasteur d'Annabella, eux, ont fait Aedes albopictus sud de la France contre Aedes aegypti de Madère. Et en gros, vous avez ici l'infection, le niveau d'infection des moustiques, le niveau de dissémination et ici le niveau de transmission, donc de compétences vectorielles. Et en gros, la conclusion, c'est qu'Aedes aegypti Madère est compétent pour le virus Zika d'Amérique et que l'Aedes albopictus européen est peu compétent pour le lignage Asie. Alors, il faut y prendre ces résultats avec énormément de prudence. Bien sûr, ça va très bien avec la surveillance qu'on a fait cet été qui a montré qu'on n'avait aucun cas autochtone de Zika. Sauf que si vous vous rappelez 2014, le chikungunya, on a eu aussi 400 à 500 cas importés, dont 99% étaient des cas d'Amérique. Et puis on a eu un cas importé du Cameroun avec un autre lignage, qui est le lignage Hexa du chic. Et on a eu une émergence de 11 cas autochtones. Donc à chaque fois, il faut se méfier, puisqu'en fait, toutes ces expérimentations et notre expérience, c'est que c'est un virus avec un vecteur.
Donc on pourrait très bien avoir un Zika du lignage africain par un cas importé, et une compétence vectorielle à Aedes albopicus bonne et une transmission autochtone. Donc même l'expérience de cette année ne doit pas faire qu'on ne surveille plus Zika en termes d'émergence en France métropolitaine. Voilà, donc je vais passer maintenant sur les données virologiques sans essayer de chevaucher trop sur les présentations d'après. Je vais commencer par les urines. Alors, en fait, les premières données montrant que certains flavivirus pouvaient être dans les urines, et vraiment les bonnes données, c'était des données qui ont été montrées pour West Nile. West Nile est aussi un virus neurotropique. Et donc, le travail de l'équipe de l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie, qui a vraiment été très important pour Zika, a montré que sur 6 patients, ils étaient capables de détecter le virus dans les urines, bien mieux que dans le sérum, avec une charge virale plus importante et une persistance plus importante. Et ce virus, dans les urines, est infectieux. Ça a été montré par une équipe du Canada. Donc, il y a eu tendance de dire, OK, maintenant, pour faire du diagnostic, on prend que les urines. Donc là, je vous ai présenté des données de notre laboratoire. Donc, c'est des données seulement sur 3 mois, où on a pris 172 cas confirmés. Les critères d'inclusion, c'était des patients pour lesquels on avait une date de début des signes et pour lesquels on recevait en même temps un prélèvement de sang et un prélèvement d'urine. Et les critères d'exclusion, c'était les femmes enceintes, puisque avec des virémies prolongées, ça pouvait poser des problèmes. Donc vous avez ici la détection par PCR, donc du génome viral de Zika, dans les urines seul, dans le sérum seul et dans les urines plus sérum. Et en fait, ce que vous voyez, alors c'est pas flagrant, mais ce que vous voyez, c'est en vert là, c'est que pour certains patients, on est capable de détecter le virus seulement dans le sérum, pour certains seulement dans les urines et pour d'autres dans les deux. Ce qui veut dire qu'il est très important pour le diagnostic, et j'insiste dessus, d'avoir les prélèvements de sérum et d'urine pour réaliser un bon diagnostic du virus Zika, ce qui est très important. Alors le sang total, c'est une grande question. Il y a 2 publications qui sont sorties sur la persistance de la détection du génome de virus Zika sur le sang total. Donc je vous ai mis l'illustration d'une de ces publications. Et il y a plusieurs présentations au congrès maintenant qui montrent d'autres données similaires, où vous avez ici donc une cinétique de détection du virus dans un cas d'infection par le virus Zika, dans le sérum, l'urine, la salive, les prélèvements vaginaux et le sang total. Et vous voyez que pour ce cas-là, alors c'est un case report, hein, c'est un cas, vous avez la détection du virus dans le sang total jusqu'à 80 jours. Ces données, elles ont été déjà publiées pour West Nile, donc c'est pas un phénomène unique. Ça peut être très très important en termes de diagnostic, puisque vous allez voir, après on va parler de la sérologie. La sérologie pose un réel problème sur le diagnostic des infections par le virus Zika. Donc ces données maintenant sont vraiment, je pense, quand même confirmées, puisque 2 publications de bon niveau sont sorties, et on a eu des données au niveau européen d'autres labos référents, montrant qu'on peut détecter très tardivement le virus Zika dans le sang total. Alors, je vais parler maintenant de la persistance dans le sperme, puisque c'est une donnée importante. Alors, j'ai pris que quelques exemples. Vous savez qu'il y a énormément de publications qui sortent et qui vont continuer à sortir. Pour l'instant, la problématique de la persistance dans le sperme, c'est qu'on n'est que sur des case reports. Et il nous manque vraiment des données de cohorte, puisque bien sûr, on publie les cas les plus exceptionnels. C'est toujours la même chose. Mais bon. Donc ici, vous avez les données de l'équipe de Toulouse, hein, avec la détection dans le sperme de façon assez tardive, de 3 mois et demi. Mais l'intéressant ici, c'est qu'ils ont fait de la microscopie pour montrer qu'ils étaient capables de détecter la protéine d'enveloppe du virus Zika dans la tête du spermatozoïde. Et ici, vous avez les données d'un papier des Italiens. Donc il y a 2 papiers italiens qui sont sortis montrant la persistance dans le sperme jusqu'à 6 mois, mais sans négativation, hein, c'est-à-dire qu'on est à 6 mois, mais il continue à prélever dans le sperme. Donc vous avez ici un des cas qui est publié avec le sperme. Et ici, la réaction immunitaire, c'est-à-dire que ces gens ont été infectés, ils développent des IgM, des IG, ils développent des anticorps neutralisants, mais ils ont une persistance de virus dans le sperme, avec même un peu du on-off à la fin. Hein. Et on attend les données pour ce suivi de ce patient. Donc en fait, on est à 6 mois. Vraiment, ce qui est important maintenant de savoir, c'est est-ce que tous les hommes qui sont infectés excrètent le virus dans le sperme, est-ce qu'il y en a qui sont négatifs, et quelle est la moyenne quand même de cette excrétion.
Alors, si on fait un bilan, parce que je ne vais pas vous prendre voilà, le virus Zika, finalement, on peut le trouver dans énormément de liquides biologiques chez l'homme et la femme. Donc, vous savez qu'on est capable de le détecter dans le liquide céphalorachidien et qui peut être infectieux. On peut le détecter dans la salive et il est infectieux. Ça veut dire qu'on peut l'isoler sur culture cellulaire. Dans le sang, dans le lait, il est aussi infectieux. Dans le sperme, il est aussi infectieux. Dans les urines, dans le liquide amniotique et le placenta, et dans les prélèvements vaginaux. Alors, dans les prélèvements vaginaux, je n'ai pas voulu faire une diapositive spéciale, mais il y a quelques études qui sont sorties. Toutes les études montreraient que dans les prélèvements vaginaux, par la technique de biologie moléculaire, on est capable de détecter le virus jusqu'à 2 semaines, mais on a, sur tous les cas qui ont été rapportés, une négativation au bout de 2 semaines. On a été capable, avec différentes équipes aussi, d'isoler le virus sur les prélèvements vaginaux, mais vraiment tout au début de l'infection. Il y a énormément de données sur la PCR et sur la détection du génome viral de Zika, et finalement peu de données sur l'infectiosité. Et à chaque fois, les données d'infectiosité sont faites sur des prélèvements précoces avec une haute charge virale. Le virus Zika, et on est plusieurs équipes à être d'accord là-dessus, est difficile à isoler. Et c'est vraiment lié à la charge virale. Donc, c'est compliqué de dire quand la charge virale est faible qu'il n'y a pas de virus infectieux. On n'est pas capable de l'isoler, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas infectieux. Donc, il faut être très prudent au niveau de ce sujet. Donc, si on vient sur une cinétique classique, on a une virémie, une virurie, et puis l'apparition des anticorps. Donc là, je vais parler de la partie sérologique. C'est un flavivirus. Donc, comme tout flavivirus, vous savez que les techniques de sérologie posent un problème puisqu'on peut avoir un croisement avec d'autres flavivirus tels que la dengue et le virus West Nile, par exemple. Et toute la problématique actuelle, c'est que les gens où on pose le diagnostic, souvent sont des résidents de Martinique, de Guadeloupe, et donc ont déjà des anticorps anti-dengue. Et donc, on peut avoir une réelle problématique d'interprétation du diagnostic sérologique. Donc là, je vais parler des données de notre laboratoire où on utilise, donc c'est des données liées à une technique. Donc c'est lié à notre technique, on utilise du virus, on produit tous nos réactifs, donc on utilise du virus purifié, précipité et inactivé. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que dans 20% des cas, on a en effet un croisement au niveau des IgM, mais dans 80% des cas, les IgM sont spécifiques, c'est-à-dire qu'ils sont positifs pour Zika et négatifs pour la dengue. Donc après, on a essayé de dépioter un peu ça pour savoir qu'est-ce qui se passait en fonction de si les gens avaient des anticorps déjà contre la dengue, si c'était une primo-infection et sur les cas asymptomatiques. Et en fait, cette répartition 80-20, on l'a quels que soient les patients. Et si on regarde la cinétique, maintenant, on se demandait est-ce que la spécificité des IgM, en fait, évolue au cours du temps, et peut-être que cette spécificité Zika, on l'a au cours du temps. Et ici, donc, vous avez les données, nos données qui montrent que, quelle que soit la date du prélèvement par rapport à la date de dépisting, on a toujours à peu près cette proportion de 80-20. Donc, je vais finir sur des questions. Les questions qu'on se pose à l'heure actuelle au niveau européen, c'est le diagnostic des nouveau-nés. Alors là, on est vraiment sur ce type de profil, c'est-à-dire qu'on a les échantillons à l'accouchement de mamans qui ont eu une infection par le virus Zika, où on a comme prélèvement le placenta, les urines et le sérum. Et en fait, la seule chose qu'on a, c'est les IgG anti-flavie de la maman, probablement, et on est incapable de savoir si l'enfant est infecté ou pas. Alors, les dernières données qui ont été publiées montreraient que le LCR serait beaucoup plus puissant en termes de détection des IgM que le sérum chez le nouveau-né, mais bon, c'est un prélèvement qui est quand même très invasif. Donc, on a essentiellement ce type de profil et on est incapable de dire si l'enfant a été infecté ou non par le virus Zika. Enfin, on est plusieurs maintenant au niveau international à avoir ce type de profil. C'est probablement quelque chose d'assez rare, mais qui existe, avec énormément d'incompréhension et de non-connaissance sur la cinétique des anticorps pour Zika. Vous avez ici un cas, donc c'est un homme, qui a une persistance du virus dans le sperme et où on a été capable de détecter les IgM et les IgG d'une infection par le virus Zika à J26. Et après, il s'est complètement négativé avec les techniques ELISA qui existent à l'heure actuelle, mais toujours avec des anticorps neutralisants. Donc ça nous pose réellement un problème, puisqu'on dit souvent que pour screener un homme, le mieux, c'est la sérologique, si c'est positif. Après, on va voir dans le sperme. Mais là, vous avez un exemple concret. Alors, c'est rare, mais ça existe. Et donc, on a vraiment besoin de données de cohorte pour savoir un peu la proportion de ces profils-là. On a l'impression que pour Zika, que ça soit au niveau de la détection, enfin du virus dans les différents
compartiment et de la réponse immunitaire qu'on a un peu tous les cas possibles et inimaginables. Et enfin, on est en train de se poser réellement la question de la place du diagnostic sur le sang total, puisque la sérologie étant quand même assez problématique pour vraiment confirmer un quasi-cas. Souvent, il faut aller jusqu'à la séroneutralisation. On peut se demander qu'avec cette détection tardive de la détection du virus dans le sang total, si réellement ça peut être un outil, un nouvel outil, en tout cas en arbovirologie, pour confirmer une infection par le virus Zika. Voilà. Et je voudrais remercier tout le monde qui travaille avec nous, en particulier Santé publique France, l'équipe du CNR et surtout les médecins et les biologistes qui travaillent avec nous. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette présentation qui est ouverte à la discussion. Donc, vous avez des questions, vous levez la main, donc un micro qui va arriver vers vous. Et merci de vous présenter. Cyril Bissou, gynécologue à Lyon. Je vais terminer la session tout à l'heure. J'ai déjà des questions, Isabelle. Quand tu nous dis que vous avez des difficultés en période néonatale à déterminer si le fœtus est infecté ou pas, c'est uniquement pour les cas, bien entendu, où la PCR sur sang du cordon ou en postnatal immédiat est négative, sur sang du nouveau-né. Évidemment, si on a des IgG sans IgM, il est impossible de déterminer si ce sont des anticorps qui sont transmis, dits passifs, d'origine maternelle, ou si c'est des anticorps sécrétés par le fœtus, par le nouveau-né suite à l'infection fœtale. Est-ce que vous avez quand même des données concernant l'évolution à distance? On a l'habitude de dire que les anticorps passifs transmis comme ça, ils disparaissent théoriquement à partir de 3 mois, où on est quasiment sûr de ne plus avoir de traces d'anticorps d'origine maternelle. Et donc pour l'instant, on n'a pas de données. En fait, on est vraiment sur... de notre expérience à nous, de notre laboratoire, on reçoit des prélèvements de nouveau-nés depuis peu de temps, finalement. Donc on n'a pas cette expérience-là, mais c'est une très bonne réflexion. Nous, on s'est demandé si finalement ces bébés avec ce profil-là n'étaient pas négatifs. Mais quand vous regardez un peu les publications sur les malformations congénitales, souvent, oui, le liquide amniotique est positif, le placenta est positif, mais en fait, il y a une interruption de grossesse. Et donc, du coup, tout est positif. Mais si les quelques cas qui sont décrits et où le bébé est né, on a des profils des fois comme ça. Pas tout le temps, mais on peut avoir ce profil-là. Donc ce profil-là ne veut pas dire que l'enfant n'a pas été infecté, ça j'en suis persuadée. Et pour l'instant, on n'a pas de suivi. C'est très difficile de faire des suivis parce que on est maintenant plusieurs laboratoires à pouvoir faire le diagnostic. Pas tout le monde se réfère au CNR. Et finalement, on a du mal à faire des suivis. Et c'est pour ça que réellement, les cohortes et les collaborations sur des cohortes peuvent nous apporter à tous au niveau international des informations fiables. J'étais trop claire, il n'y a pas de question. Autre question? Je vais en profiter pour poser une question à Isabelle. Tu nous as parlé de la détection dans le sperme. Alors, y a-t-il un réservoir séminal pour Zika et est-ce un site de réplication persistant au cours du temps? Qu'est-ce qu'on en sait? Moi, j'en sais pas grand-chose. En fait, les modèles les plus... mais j'ai pas fait assez de biblio là-dessus, c'est vraiment les modèles singes, et puis il y a des modèles souris, et puis il y a l'équipe de Toulouse aussi, qui a travaillé sur des explants. Donc il y a des sites de persistance et des sites de réplication, c'est sûr, mais moi je ne saurais pas bien vous le dire. Pour le diagnostic, alors on a la PCR qualitative, et faut-il passer au quantitatif aujourd'hui? Est-ce qu'on a des seuils pour le pouvoir infectieux dans le sperme ou dans d'autres liquides? On a une idée là-dessus? Non, en fait, la PCR quantitative, elle peut être utile pour le sperme. Plus la charge virale est élevée, toutes les données montreraient que plus la charge est élevée au début, plus long va être l'excrétion au niveau du sperme. C'est-à-dire plus longtemps vous allez avoir l'excrétion. Après, le seuil d'infectiosité, personne ne l'a. C'est-à-dire que si vous avez une PCR avec une charge virale très faible, ça ne veut pas dire que le virus n'est pas infectieux et qu'il ne peut pas y avoir de transmission sexuelle. Donc au niveau d'infectiosité, si j'ai bon dans la littérature, les dernières données, c'est du virus infectieux à J24 dans le sperme, mais on sait qu'il y a eu des transmissions sexuelles qui étaient plus tardives, donc le virus était encore infectieux. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'hommes qui sont suivis actuellement en France
pour détection de Dans le de sperme châtelier, oui. Non, non, non. On n'a pas de petite cohorte. Je pense qu'en fait, non, parce que, enfin, moi en tout cas, probablement il y a des cohortes. Le diagnostic maintenant est fait dans énormément de laboratoires, dont dans des centres hospitaliers. Il y a certains CHU qui font leur propre cohorte et il n'y a pas vraiment je dirais, un centre ou au moins une communication entre nous. Donc finalement, on a peu de données. Nous, on suit quelques patients. Essentiellement avec Bordeaux. Après, on a des cas sur des AMP, mais voilà, il n'y a aucune donnée, en tout cas, qui sont colligées au niveau France métropolitaine, en tout cas, enfin, je ne crois pas, pour le virus dans le sperme et le suivi des hommes. Pas d'autres questions? Dernière question, s'il te plaît, Isabelle. Pour l'immunité, tu nous as parlé IgM, IgG. Il y a une immunité croisée entre les deux linéages de Zika. Et y a-t-il une immunité croisée avec les autres, le chic et la dengue? Alors, sur les IgM et les IgG, il y a bien sûr une immunité croisée sur les deux lignages de Zika. Il y en a même une, en fait, sur les neutralisants. Puis il y a des données récentes qui montrent que si vous faites un Zika, enfin, c'est des données modèle singe. Si vous faites un Zika par un lignage, vous êtes protégé contre l'autre lignage. Donc, c'est vraiment un seul virus. Donc bien sûr les IgM et les IgG vont croiser. Après, c'est la grosse problématique de croisement, ça va être plus par rapport au virus de la dengue, voire de la vaccination fièvre jaune, pas le chic, parce que c'est pas du tout la même famille. Et comme je vous disais, en tout cas avec notre technique sur les IgM, on n'a pas trop de sérocroisement, ce qui nous permet certaines fois d'établir le diagnostic. Et sur les kits qui sont utilisés sur le marché, ils ont tous à peu près, ils utilisent tous la protéine recombinante NS1 et ils ont assez de bonnes spécificités aussi sur les IgM. Le problème, c'est sur les IgG. Et les IgM, à l'heure actuelle, toutes les données montrent qu'ils sont assez furtifs. C'est-à-dire entre 1 mois et 3 mois, ils disparaissent. Et donc, vous vous retrouvez avec des IgG flavis, et avec un problème du coup réel sur le diagnostic. Et l'unique technique qui permet de caractériser la réponse anticorps, c'est la séroneutralisation. On va passer au deuxième orateur de cette session, qui est le professeur André Cabier de Fort-de-France, de service des maladies infectieuses et tropicales, qui va partager avec nous son expérience sur les données cliniques et complications liées à l'infection par le virus Zika. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité à participer à cette session. Alors, pas de conflit d'intérêts. Alors finalement, la clinique pour le Zika, on a eu une première description assez précise au début des années 60. En fait, donc l'auteur de l'article, Dr Simpson, a eu lui-même le Zika en Ouganda et donc il a décrit heure par heure ses symptômes. Et finalement, on voit qu'on a une infection virale aiguë assez banale et assez bénigne, des céphalées, une éruption, des rachialgies et puis finalement une évolution très rapide vers la guérison. Ensuite, les autres descriptions, finalement, viennent de la première épidémie dont Isabelle a parlé tout à l'heure, l'île de Yap en 2007, où là encore, on voit que le principal signe clinique, c'est l'éruption maculo-papuleuse, la fièvre seulement dans 65% des cas, arthralgie, la conjonctivite dans la moitié des cas, myalgie, maux de tête, et puis finalement assez peu d'autres symptômes, des signes digestifs dans 10% des cas. Et les auteurs à l'époque, quand même, nous alertaient déjà en disant que même si les symptômes étaient modérés, il fallait quand même faire attention à l'expansion du Zika. Et effectivement, ces auteurs avaient tout à fait raison. Les premières formes compliquées ont été décrites en 2014 par les collègues de Polynésie qui nous ont présenté au JNI leur premier cas de Guillain-Barré. Donc c'est la courbe de gauche en fait. Donc en jaune vous avez la courbe épidémique en Polynésie. Donc c'est une épidémie qui a duré très peu de temps, entre 2013 et 2014. Donc la courbe épidémique en jaune et puis en rouge des cas de Guillain-Barré, sachant donc que pendant l'épidémie ils en ont observé 42 alors que habituellement il y a 5 cas par an en Polynésie française. Alors l'interprétation, bien sûr, on a eu envie de relier ces cas de Guillain-Barré au Zika, mais l'interprétation n'était pas évidente parce qu'il y avait au même moment en fait une épidémie de dengue en Polynésie, donc de dengue 3, et donc on s'est posé pas mal de questions sur l'éventuelle interaction entre le Zika, la dengue et ces syndromes de Guillain-Barré. Le lien Zika Guillain-Barré a été confirmé cette année, en 2016, par une étude cas témoins menée en Polynésie qui a montré un lien entre l'infection par le virus Zika et le Guillain-Barré.
La deuxième grande complication, comme on l'a dit, c'est finalement tout ce qui va concerner la femme enceinte et l'atteinte de l'embryon et du fœtus, mais ça, je ne vais pas du tout en parler, pour finalement revenir sur les manifestations cliniques en dehors de la femme enceinte. Donc, alors, on a dit au début 2016, on apprenait, et donc dans les topos, on disait que c'était une infection qui était asymptomatique dans 80% des cas. En fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. On s'en est rendu compte parce que notamment, on a vu des familles entières arriver avec le Zika, ou en tout cas nous dire qu'ils avaient tous le Zika dans la famille. Et donc ça colle pas avec 80% de formes asymptomatiques. Et un calcul qui a été fait à partir des données relevées en Martinique chez les donneurs de sang a estimé cette proportion de personnes asymptomatiques à 45%. Donc en tout cas, ce chiffre de 80 est probablement erroné. Il y a un certain nombre de travaux en cours pour essayer de l'affiner, mais je pense qu'on peut retenir déjà au moins autour de 50%. Donc 50% asymptomatiques, 50% symptomatiques. On met à part tout ce qui va concerner l'infection pendant la grossesse. Et donc, en dehors de la grossesse, on peut donc avoir un syndrome viral aigu après une incubation en moyenne de 5 jours. Des complications neurologiques qui peuvent survenir après ce syndrome viral aigu ou directement, sans la survenue de ces symptômes, et puis d'autres complications. Et donc, c'est ça qu'on va voir rapidement. Alors, ce syndrome viral aigu, une des premières choses qui frappe quand on regarde les données, c'est le fait qu'on a une prédominance de femmes dans toutes les cohortes, dans tout ce qui a été publié, que ce soit par le Brésil, que ce soit par la Colombie, que ce soit à Porto Rico. Et par exemple, dans la phase pré-épidémique en Martinique, donc qui a duré 1 mois et demi, pendant laquelle tous les cas suspects étaient confirmés. Et donc ça se situait en janvier 2016. On commençait à parler des femmes enceintes, mais on n'avait pas encore les recommandations de consultation systématique. Et bien 70% des cas qui ont été confirmés donc ont été observés chez des femmes. Et lorsqu'on regarde donc un petit peu plus près, on s'aperçoit que c'est principalement, en plus, cette différence s'observe pour les femmes en âge de procréer. Donc ça peut être un argument. Alors bien sûr, il y a d'autres explications possibles, mais en tout cas, ça peut être en lien avec la transmission sexuelle, dont je ne dirai pas plus, puisqu'on vous en parlera tout à l'heure. Le début des symptômes, alors contrairement à ce qu'on connaît bien avec la dengue et le chikungunya, c'est un début non brutal. C'est vraiment, ça survient lentement, avec des symptômes qu'on retrouve souvent après coup, une asthénie, des signes respiratoires, rhinorrhée, tout, et donc notamment au début de l'épidémie en janvier 2016, on pensait à des grippes et on est tombé sur des Zika avec des prélèvements grippe négatifs, des maux de tête, myalgie, arthralgie, et donc ça dure 24-48 heures. Et donc ça, je pense que c'est important pour la compréhension et pour le diagnostic biologique, c'est que finalement, c'est capital pour les arboviroses de dater le début des signes, mais finalement, pour le Zika, c'est difficile d'arriver à dater précisément le début de ces signes. Ensuite, les signes, que ce soit donc les données de Polynésie ou nous, ce qu'on a pu observer dans notre cohorte arbovirose, on a vraiment des personnes qui viennent avec une éruption, donc qui survient généralement le 2e ou le 3e jour des symptômes, une conjonctivite, une fièvre qu'on a retrouvée là aussi que dans la moitié des cas, arthralgie, myalgie, des céphalées, des troubles digestifs dans 1/3 des cas. Donc à titre d'illustration, donc voilà par exemple une éruption maculo-papuleuse chez une femme enceinte. La conjonctivite, alors en 2014, avec l'épidémie de chikungunya, on voyait arriver les personnes dans le service cassées en deux, très algiques. Là, on voyait arriver des personnes avec les yeux rouges et le visage rouge. Donc là, c'est vraiment la marque clinique du Zika. Donc là encore, la conjonctivite, donc conjonctivite non purulente. Un petit mot de la femme enceinte pour dire qu'on a très souvent vu donc, ces éruptions maculopapuleuses, c'était le motif principal de consultation, et que finalement, lorsqu'on regarde les signes cliniques observés chez les femmes enceintes, il n'y a pas de réelle différence avec ce qu'on observe chez les autres adultes. Donc, éruption, conjonctivite, œdème des extrémités, un peu comme on l'observait pour le chikungunya, sans véritable arthrite ou ténosynovite, donc ici œdème des mains ou œdème de la cheville. L'évolution est favorable généralement assez rapidement, moins d'une semaine. Comme pour toutes les viroses, on peut avoir une asthénie persistante. Et alors, comme en Polynésie, on a observé, sans qu'on ait d'explication virologique, chez certaines personnes, une évolution diphasique avec une reprise du syndrome viral quelques semaines après le premier épisode, sans qu'on sache finalement si le premier épisode était vraiment du Zika. Mais voilà, enfin en tout cas, ça a été décrit en Polynésie, on l'a observé aussi.
Alors, le diagnostic différentiel de cette infection à virus Zika, finalement, c'est une virose aiguë. Donc, il y a toute une grande liste. Dans nos régions caribéennes, bien sûr, finalement, les 3 premiers diagnostics en fréquence, c'est la dengue, le chikungunya, même si l'atteinte articulaire nous donne quand même un élément d'orientation net. Et puis, bien sûr, la primo-infection par le VIH. La leptospirose, le paludisme lorsque la personne revient d'une zone d'endémie ou en vie. Attention toujours au sepsis bactérien qui peut ressembler à une arbovirose au début. Et puis, bien sûr, on peut rajouter toute une liste d'infections aiguës. Sur le tableau à droite, j'ai essayé de différencier les symptômes du chikungunya, de la dengue, du Zika. C'est pas très facile. Alors, en haut, c'est finalement ce qu'on observe pour les 3 infections, la fièvre, l'éruption, les douleurs rétro-orbitaires, les myalgies, les arthralgies. Ce sont des symptômes qu'on peut trouver dans les 3, même si on voit que le délai de survenue est un petit peu plus rapide pour le chikungunya et le Zika que pour la dengue, ou même si la fréquence respective de chacun des symptômes n'est pas tout à fait le même, mais ça peut se voir. La conjonctivite, c'est vraiment la caractéristique du Zika, mais c'est aussi, on peut aussi le voir pour la dengue ou pour le chikungunya. Arthrite, œdème, c'est vraiment en bleu la marque du chikungunya, ça s'observe jamais pour la dengue, et par contre les œdèmes sont fréquents pour le Zika. En revanche, les ténosynovites, c'est vraiment caractéristique du chikungunya. Tout ce qui est lié à la fuite plasmatique et à la physiopathologie de la dengue hémorragique, bien sûr, ça s'observe principalement sur la dengue, donc hypotension, saignement mineur, thrombopénie. Pour le chikungunya, tout ça, c'est exceptionnel. La thrombopénie est très peu fréquente pour le Zika, un petit peu plus pour le chikungunya. La lymphopénie s'observe très régulièrement pour le chikungunya et la dengue, beaucoup moins fréquent pour le Zika. Finalement, on a été frappé par la normalité, en tout cas, le plus souvent, les bilans biologiques sont normaux. Alors, les complications maintenant. Alors, le syndrome de Guillain-Barré, tous les endroits où on a eu des épidémies de Zika, en tout cas dans l'émergence américaine après la Polynésie, ont très clairement montré qu'il y avait associé un nombre important de syndromes de Guillain-Barré. Donc pour illustrer ça, je vous montre les données de Martinique là maintenant, début décembre 2016. Alors la courbe en haut à gauche, c'est le nombre de cas de Guillain-Barré qu'on observe au CHU de Martinique tous les ans. Donc vous voyez qu'on en a entre 5 et 10. Et puis il y a eu des pics. Alors on a eu un pic au moment de la plus grande épidémie de dengue en 2010. Un deuxième pic en 2014 au moment de l'épidémie de chikungunya, et vous voyez un pic là beaucoup plus important avec le Zika. En bas, vous avez la courbe épidémique en Martinique. Donc le début de l'épidémie, c'était janvier 2016. La fin de l'épidémie, c'était fin octobre. Donc vous avez en noir, c'est la courbe épidémique. Donc ça, ce sont le nombre de personnes symptomatiques qui ont consulté un médecin. Et donc, bien évidemment, le nombre de cas réels est beaucoup plus important. Et donc, ce nombre de cas symptomatiques, c'est aux environs de 35 000. En violet, vous avez les cas de Guillain-Barré pour lesquels une infection par le Zika a pu être démontrée de manière contemporaine. Et en orange, les cas pour lesquels on n'a pas de diagnostic d'infection Zika. Ce qui est frappant sur cette courbe, c'est que finalement, les premiers cas de Guillain-Barré ont été observés dès le début de la circulation et donc avant même le déclenchement de l'épidémie, puisque l'épidémie a été déclenchée là, en semaine 4 au mois de janvier. Finalement, donc aujourd'hui, sur 38 déclarations de cas de Guillain-Barré pendant la période, en 2016, on a pu retenir 27 cas associés à une infection récente par le virus Zika. Les caractéristiques en comparant Polynésie, Martinique, on voit donc 27 cas certainement liés à une infection, contemporaine d'une infection par le virus Zika. On a 59% d'hommes, et donc ça tranche beaucoup avec ce qu'on observe en population générale, avec 70% de femmes. Des personnes assez âgées, on voit en médiane 62 ans. Un syndrome viral précédent dans 70% des cas. Un délai court, comme en Polynésie, entre le syndrome viral et le syndrome de Guillain-Barré. Vous voyez 6 jours en médiane, mais avec un premier quartile à 2. C'est-à-dire que 25% des personnes avaient encore les symptômes du Zika alors qu'ils étaient en réanimation pour leur Guillain-Barré. Hospitalisation en réanimation, plus de la moitié des cas.
40% de ventilation assistée. Toutes les personnes ont reçu des immunoglobulines intraveineuses. Et le diagnostic, donc, a été assuré le plus souvent par la PCR dans les urines, autrement par la sérologie. Alors, si on regarde un petit peu plus comment est-ce qu'on a fait ce diagnostic, eh bien, donc toutes les personnes ont eu, donc on avait mis en place à partir du mois de novembre un suivi prospectif des syndromes de Guillain-Barré avec un catalogue de diagnostics étiologiques systématiques. Et donc, toutes les personnes ont eu la PCR Zika et la sérologie. On voit que donc, chez les personnes donc, qui ont eu la PCR urine positive, donc on en a 17 en tout, dans 10 cas, on avait des IgM positifs pour le Zika. Dans 3 cas, on ne pouvait pas trancher. Dans 4 cas, c'était négatif. Les IgM Zika nous ont permis de rattraper 4 cas ici, donc, qui étaient positifs en IgM Zika, mais négatifs en PCR urine. Et donc, on avait 10 cas pour lesquels on ne pouvait pas trancher. 2 cas où c'était infection flavivirus sans qu'on puisse distinguer dingue de Zika. Et dans 8 cas, c'était négatif. Ces 10 cas, donc pour ces 10 cas, Isabelle Leparc-Goffard a fait une séroneutralisation. Et donc, ça nous a permis de récupérer 6 autres diagnostics, donc, pour arriver à nos 27 cas de Guillain-Barré. Alors, les autres complications neurologiques, donc on a d'autres complications qui ont été observées qui sont dans la même veine que le syndrome de Guillain-Barré, c'est-à-dire étiqueté dysimmunitaire, donc des cas de diplégie faciale qui ressemblaient à des Guillain-Barré, mais qui en fait n'avaient pas tous les critères, des cas de neuromyélite optique, de cérébellite, et en fait, donc dans ces cas-là, la RT-PCR était négative dans le LCR, négative dans le sang, mais positive dans les urines, donc qui montrait qu'on avait une infection récente par le virus Zika. On a des complications pour lesquelles le virus a directement été mis en évidence dans le système nerveux central. Un cas de myélite décrit en Guadeloupe chez une jeune fille de 15 ans qui a fait un syndrome viral aigu. Une semaine après, hémiparésie gauche, rétention d'urine, douleur et paresthésie de l'hémicorps gauche et une RT-PCR Zika positive dans le sang, les urines et le LCR, un EMG normal et une évolution favorable sous corticothérapie. Une équipe française a rapporté aussi donc ce cas de méningo-encéphalite chez un homme de 81 ans qui lui avait voyagé dans le Pacifique, qui est revenu avec un syndrome donc de méningo-encéphalite, avec à l'IRM un aspect de méningo-encéphalite, un LCR montrant 41 éléments, une protéinorachie élevée, une RT-PCR Zika positive dans le LCR et avec une culture qui a été possible. L'évolution a été favorable avec séquelles. On a décrit en Martinique, mais ça a été décrit dans toutes les zones touchées par le Zika, des encéphalopathies. Donc là, les 2 cas qu'on avait rapportés, c'était donc un premier cas chez un jeune homme, un deuxième cas chez une personne âgée. Ce qui était caractéristique dans ces cas, c'est que finalement le virus Zika a été retrouvé partout en RT-PCR, c'est-à-dire dans le plasma, dans le liquide céphalorachidien, dans les urines, qu'on avait un LCR qui était normal et que finalement on n'avait pas de signe d'atteinte du système nerveux central à l'imagerie. Les autres formes graves, alors d'autres, on a pu observer ou ont été décrits d'autres formes graves, des formes très inflammatoires réunissant les critères du sepsis, un peu moins d'une vingtaine de cas de thrombopénie profonde avec des complications hémorragiques. Donc ça, on a eu plusieurs descriptions, dont une série qui va être publiée par les collègues de Guadeloupe. Donc une série de 7 personnes. Donc ce qui était, en fait, tous ces cas se ressemblaient avec une thrombopénie inférieure à 50 000, même le plus souvent inférieure à 20 000. Un purpura, divers saignements, une évolution le plus souvent favorable sous corticothérapie et ou immunoglobuline intraveineuse. Et dans la plupart des cas, il n'y avait rien d'autre. C'était isolé. Bon, dans d'autres cas, il y avait des anomalies dysimmunitaires ou des hémopathies, mais le plus souvent, c'était isolé, ce qui a fait retenir le diagnostic de purpura thrombopénique idiopathique post-infectieux. Généralement, ça survenait une semaine après le début des signes de Zika. Et donc, effectivement, ça tranche avec le fait que les plaquettes, le plus souvent, sont normales. Des cas de décès ont été décrits, soit compliquant les formes neurologiques, et notamment c'est ce qu'on a pu observer en Martinique ou en Guadeloupe, des formes dans un contexte de sepsis, et puis il y a eu un cas rapporté de défaillance multiviscérale survenant chez une jeune drépanocytaire SC. Pour conclure, ce qu'on peut retenir sur les manifestations cliniques en dehors donc, des femmes enceintes, c'est qu'on a une infection qui est asymptomatique dans environ la moitié des cas,
un syndrome viral aigu non compliqué pour la plupart des personnes symptomatiques, des complications neurologiques graves mais qui sont finalement sur l'ensemble des cas peu fréquentes. Et donc le risque majeur, c'est ce dont on va vous parler maintenant, c'est l'infection de la femme enceinte. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cet exposé très clair et qui nous donne les dernières données cliniques. La communication est ouverte à questions et à discussion. Bon, j'ai une question pour ouvrir un peu le débat. Pour les modifications biologiques, finalement, est-ce qu'on a souvent des locaux de thrombopénie avec le Zika comparativement aux autres flavivirus ou pas du tout? Non, vraiment très très peu souvent. Alors, on ne peut pas dire que ça n'existe pas, mais sur ce qu'on a pu faire de manière systématique dans le cadre de la cohorte, le plus souvent, le bilan biologique est vraiment complètement normal. Même disons que l'anomalie la moins rare, c'est la lymphopénie. Mais les plaquettes comme les transaminases ne bougent pas, alors qu'on est habitué dans la dengue ou dans le chikungunya à le voir bouger. Et donc c'est vrai que ces complications de thrombopénie profonde, ça nous a vraiment surpris, même si c'est rare, parce que c'est pas du tout... Voilà, alors qu'avec la dengue, on est habitué à avoir tout un panel de thrombopénie, de la petite thrombopénie jusqu'à la thrombopénie profonde, alors que là, c'est vraiment résultats normaux, et puis juste ces quelques cas. Tu as montré sur une dia des décès d'une publication de Emerging Infectious Disease dans le Lancet Infectious Disease. Ces malades sont morts de quoi? De complications neurologiques ou de... Alors, il y a le plus souvent, ils sont décédés dans un tableau de défaillance multiviscérale. Alors bon, il y en avait deux, par exemple, chez lesquels on a découvert post-mortem une hémopathie maligne. Donc, bien sûr, ils avaient un Zika, mais voilà, ils sont plutôt morts dans ce contexte. Il y en a un qui est sans doute, qui est décédé d'un syndrome hémorragique, sans qu'il y ait de cause à ce syndrome hémorragique. La drépanocytaire, là aussi, c'est un syndrome de défaillance multiviscérale. Et donc, autrement, il y a un décès chez une personne âgée, là encore, dans un tableau de syndrome de défaillance multiviscérale, pas bien expliqué, finalement, pour lesquels la seule infection retrouvée était le Zika. Et puis, bien sûr, on a eu les décès qui ont été observés compliquant les Guillain-Barré, mais donc là, c'était le plus souvent des problèmes dysautonomiques. Pas d'autres questions? Alors, concernant les complications neurologiques, finalement, si j'ai bien compris, il y a un double mécanisme, indice immunitaire et puis un tropisme direct du virus pour le tissu neurologique ou pas? Je ne dirais pas ça, finalement. Alors, c'est vrai qu'au départ, on était parti, Guillain-Barré, 10 immunitaire, puis on va avoir d'autres complications 10 immunitaires, mais finalement, en même temps qu'on décrivait ça, on a découvert le neurotropisme de ce virus. On est quand même frappé par la rapidité avec laquelle survient ces syndromes de Guillain-Barré. Là, dans notre série, dans tous les cas, sauf un, la recherche des anticorps antigangliosides était négative. Donc, c'est difficile aujourd'hui de répondre avec certitude sur la physiopathologie de ces polyradiculonévrites aiguës qui ont toutes effectivement les critères diagnostiques du Guillain-Barré, mais voilà, leur origine est quand même pas encore très claire. J'ai une question, donc on a compris que c'était la femme enceinte finalement qui est la plus fragile à ce virus. Est-ce qu'elle peut faire elle aussi des complications neurologiques? C'est observé Alors ça a été observé, je crois qu'on va vous en parler, peut-être, je ne sais pas si tu as gardé la diapo, mais ça a été observé, oui, mais enfin de manière très anecdotique. Et bon, voilà, toutes les femmes enceintes, là, les 500 femmes enceintes qu'on a pu voir en consultation, c'était vraiment des tableaux d'éruption rarement fébriles, quoi, et vraiment bénignes dans l'évolution. Merci. J'avais une question complémentaire concernant la signes clinique dont tu as parlé, parce que je ne les avais pas retrouvés sur les séries du New England, c'est la rhinorrhée, la toux. Oui, alors ça, c'est ce qui... Ça m'étonnait parce que souvent je disais, si tous ils ont une rhinorrhée, c'est pas un Zika. Mais en fait, toi, tu me dis que ces patients peuvent avoir ce type de signes. J'en parle parce qu'on s'est fait avoir
notamment au début de l'épidémie avec ça, que c'est en plus c'est des symptômes qu'on relève de manière systématique dans notre cohorte et qu'on retrouve. Alors bon, c'est pas prédominant, mais en tout cas ça nous a marqué. Alors on a dans le cadre d'une on a une sous-étude histoire naturelle dans laquelle on a fait justement des prélèvements pharyngés, des prélèvements oculaires. Donc on va regarder si on trouve du virus, mais c'est vrai que ça nous a vraiment frappé. Et en plus, on avait fait la recherche parallèlement de rhinovirus et de grippe, et il n'y avait pas. Et une dernière question, ça concerne les co-infections. Est-ce que vous avez une expérience chez les patients de co-infection, virus dengue, Zika? On a parlé d'exacerbation de l'un par l'autre. Bon, c'était d'une vitro, de l'expérimental, ou en clinique, vous avez des choses à dire là-dessus? Alors il y a deux choses. En clinique, on n'a rien vu, et donc dans nos algorithmes viraux, on recherchait systématiquement la dengue, le chikungunya et le Zika. Donc normalement, on aurait dû les trouver, en tout cas au moins pour les cas, qui ont eu un prélèvement. Mais donc par contre, ça a été décrit en Colombie, ça a été décrit au Brésil, sans qu'il y ait de manifestation clinique particulière. En revanche, il y a eu effectivement un certain nombre de papiers sur une possible facilitation immunologique entre le virus de la dengue et le virus Zika. Donc pour l'instant, ça reste des données de laboratoire. Et donc chez les patients, alors c'est vrai que dans l'île de Yap, la première épidémie, c'était une population qui n'avait jamais vu la dengue, qui était voilà. Et donc bon, alors il y a eu que quelques centaines de cas, il y a eu aucune complication. En Polynésie, en revanche, on est arrivé sur une population donc qui était en pleine épidémie de dengue et qui a une forte il y a une forte prévalence de la dengue dans la population, ce qui est le cas aux Antilles et en Guyane. Mais voilà, enfin en tout cas, on n'a pas vu de manière flagrante des formes particulièrement graves de Zika chez les personnes qui avaient eu la dengue, ce qui est la majorité des personnes vivant aux Antilles. Et donc, comme on n'a pas de dengue qui circule, on se pose la question dans l'autre sens aussi, mais ça, on n'a pas la réponse pour l'instant. Bien, merci beaucoup. Pas d'autres questions? Eh bien, on passe donc à la dernière communication par Cyril Huissou, transmission sexuelle et transmission mère-enfant du virus Zika. Je vous remercie en tout cas pour votre invitation. Je suis très heureux d'être présent ici pour vous donner mon point de vue de gynécologue obstétricien. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt sur ce sujet-là. Je n'ai pas d'expertise non plus à revendiquer, mais je vais essayer de vous donner mon point de vue. En fait, j'avais été sollicité par notre collège pour suivre cette épidémie avec le HCSP. Alors, un petit retour en arrière. Régulièrement, et ça c'est l'obstétricien qui parle, la femme enceinte est menacée par un problème de virus. On a eu la grippe A, on a le Zika. J'y vois quand même un intérêt, c'est que du coup, on ne nous parle plus trop de CMV quand il y a des épidémies. Mais voilà un peu l'image que j'en ai eue. Surtout quand il y a eu cette alerte qui a été lancée par l'OMS, qui sortait, je le rappelle, d'Ebola et qui s'est retrouvée avec le Zika. Les médias s'en ont mêlé. Hein. Il y avait les Jeux Olympiques et là, évidemment, on a tous craint l'extension épidémique et c'est là que l'OMS a revendiqué Zika comme une urgence de santé publique de portée mondiale et notamment pour cette raison, bien évidemment, savoir l'émergence d'un nombre important de microcéphalies. Alors, je vais d'abord parler de la transmission sexuelle. Donc, on vous a parlé d'Aedes aegypti et albopictus. La transmission, donc, par voie sexuelle, elle a d'abord été évoquée dans une première publication, une publication qui date de 2011 et qui concernait un individu qui, en réalité, s'était contaminé en Micronésie au cours de cette épidémie 2007-2008 et qui avait contaminé donc son partenaire. Effectivement, Isabelle l'a rappelé, on n'a actuellement que des rapports de cas concernant ces transmissions sexuelles. Il n'y a pas de cohorte. Probablement qu'on sous-estime justement le nombre et c'est systématiquement la même chose. Donc il s'agit
d'un patient qui présente une infection symptomatique qui est prouvée, chez un individu qui n'a pas séjourné dans une zone de transmission après un rapport sexuel avec une personne qui, elle, est de retour d'une zone d'endémie et qui a fait une infection prouvée. Il y a d'autres modes de contamination qui sont théoriquement possibles, mais pour l'instant, à ma connaissance, et Isabelle l'a redit tout à l'heure, il n'y a pas eu d'observation de contamination, notamment par la salive et par l'allaitement maternel. Alors, s'agissant de la transmission sexuelle, quand on se tourne du côté de l'OMS, l'OMS rapporte une douzaine de pays environ qui ont rapporté des cas de transmission par voie sexuelle. Le CDC indique, mais là aussi c'est très flou, quels sont les éléments objectifs que ces transmissions concerneraient moins de 1% des cas importés. À partir de Case Report, ça me semble assez difficile, mais voilà les estimations. Alors certains ont travaillé la question à partir de modélisation, et donc ces études ont conduit à évaluer la contribution de la transmission sexuelle au développement de l'épidémie. Et une première étude a indiqué, alors vous voyez qu'on a des chiffres qui sont qui rentrent dans les intervalles de confiance, donc il y a une cohérence, mais enfin il y a quand même une grosse différence. 3% du taux de reproduction de base, je rappelle que le taux de reproduction de base, c'est le nombre de cas moyens provoqués par un sujet infecté, et jusqu'à 23% pour une autre étude. Actuellement, le taux de transmission par rapport sexuel demeure inconnu, il est probablement assez faible, et probablement même majoré si le patient a été lui-même symptomatique. Évidemment, ce risque, il est à étudier. D'abord à cause du risque de réservoir, ça a été évoqué tout à l'heure, et puis évidemment parce que c'est important, notamment pour la femme enceinte, à cause du risque de transmission au fœtus. Alors justement, puisqu'on parle de transmission, on peut faire une première synthèse comme ça, en disant que la transmission sexuelle de l'homme à la femme, elle est établie, de l'homme à homme, elle est également établie. La transmission, à l'inverse, de la femme à l'homme, elle a été décrite, mais elle est probablement plus faible que dans le sens inverse, et vous allez voir pourquoi. Et puis de l'homme, enfin, la série, la chaîne, comme ça, transmission de l'homme à la femme jusqu'au fœtus, ce cas-là, en fait, il n'a jamais vraiment été décrit. Alors, il n'y a pas de raison pour qu'à partir du moment où on a ça, qu'on n'ait pas ça. Mais enfin, il n'y a pas de rapport précis là-dessus. Alors, c'est le même schéma qui a été présenté tout à l'heure par Isabelle Leparc. Donc, je vais aller vite. La virémie est courte, la virurie est un peu plus longue que la virémie habituellement. Et puis, le point qui est important, c'est que on a bien une apparition d'anticorps qui est certes différée, mais surtout ces anticorps, a priori, ils sont protecteurs, et ça, c'est notamment un élément qui est intéressant pour la lactation maternelle, l'allaitement maternel, puisque la mère va transmettre des anticorps à son nouveau-né qui sera allaité. Alors, reste en suspens la question de la protection vis-à-vis des autres lignées pour laquelle on n'a pas vraiment d'éléments de réponse, si j'ai bien compris. Alors, je vais aborder plus précisément cette question de la vie du virus, finalement, au niveau des organes génitaux. Alors, chez l'homme, d'abord, il a été isolé, le virus, une première fois dans le sperme, au cours de l'épidémie en Polynésie française en 2013. Donc, c'était un isolement qui s'est fait à partir d'une culture virale. Actuellement, donc, quand on étudie l'ARN, donc en PCR, la durée, elle est probablement entre 30 et 60 jours en moyenne, mais donc, comme ça a été dit tout à l'heure, ça peut aller au-delà de 180 jours, donc au-delà de 6 mois. Autre élément qui paraît important vis-à-vis du risque de transmission, c'est y a-t-il une réplication virale? Et le seul élément, en revanche, qui permet, Isabelle, il faut me contredire si c'est nécessaire, mais il n'y a que la culture qui permet d'affirmer avec certitude la réplication du virus. Dans les organes génitaux féminins, eh bien, la durée de vie, la persistance, la sécrétion du virus apparaît plus courte, et ça explique probablement pourquoi on a moins de cas de contamination dans le sens femme
vers Rome, bien évidemment. Alors, un premier cas avait été décrit à New York, et puis j'ai repris une publication française toute récente qui montre, bon, ça change tout seul, qui montrait donc la persistance du virus au niveau d'un prélèvement endocervical au-delà du 10e jour, avec une négativation sur un contrôle qui était effectué à peu près une semaine plus tard. Donc, une disparition, en tout cas en PCR du virus, mais une sécrétion qui était indiscutable. Alors, voici les recommandations OMS concernant le risque de transmission sexuelle. J'ai un peu ciblé, j'essaierai d'aller vite. Donc, l'OMS stipule qu'il incombe au programme sanitaire de veiller aux éléments suivants. Donc, toutes les personnes infectées par le virus devraient recevoir des informations sur les risques de transmission sexuelle du virus et d'avoir accès également à des mesures de contraception, y compris en urgence. Pour prévenir le risque fœtaux dans les régions où la transmission du virus est avérée, après information, envisager un report de la grossesse, mais bien évidemment, ça c'est les couples qui décident. On n'est pas là pour décider pour eux, on est là pour les informer. Les partenaires sexuels des femmes enceintes vivant dans les régions où la transmission locale du virus Zika est avérée ou revenant de ces régions doivent adopter des pratiques sexuelles à moindre risque ou s'abstenir, c'est-à-dire préservatif, masculin ou féminin. Il est fortement conseillé aux couples ou aux femmes qui envisagent une grossesse et qui reviennent de régions où la transmission de Zika est avérée d'attendre au moins 8 semaines. Donc ça, c'est un délai qui a été prolongé récemment, avant d'essayer de concevoir. Ce délai devant être de 6 mois si le partenaire masculin a présenté des symptômes. Si c'est l'homme, c'est 6 mois. Alors, on pourra dans la discussion expliquer que tout ça peut être modulé. Simplement pour dire que le CDC a établi des fiches qui sont très, très simples à comprendre pour les patients qui sont donc à votre disposition sur le site. Alors, venons-en au point qui est probablement le plus important. D'abord, chez la femme enceinte, il semblerait, ça a été montré chez la guenon gestante, mais il y a des études également en clinique qui l'ont montré, que la virémie était plus longue, peut-être 2 à 3 fois plus longue chez la femme enceinte. Bon, c'est peut-être lié à son immunité qui est modifiée à cause de la grossesse. Cette virémie qui persiste, d'ailleurs, je fais remarquer, favorise le passage transplacentaire du virus. Alors, la clinique, elle n'est pas modifiée. Alors, moi, j'avais retenu 70 à 80% asymptomatiques, mais c'est peut-être que 50%. En tout cas, il ne semble pas que la grossesse modifie la clinique. Pas de modification de la clinique ni du pronostic des Guillain-Barré et généralement des affections neurologiques associées au Zika en cours de grossesse. Et évidemment, donc, ce risque spécifique d'embryofétopathie qui était estimé aux alentours de 1% environ et qui, vous le savez, concerne principalement le développement du cerveau. Alors justement, venons-en au problème de la microcéphalie. C'est un problème qui est délicat. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème de définition à la base. L'OMS indique qu'on peut parler de microcéphalie à partir d'un 5e percentile. Pour moi, ça n'a pas de sens. 5% des enfants qui auraient une microcéphalie en population générale, ça n'a pas de sens. En plus, il faut le rapporter évidemment au reste des biométries du fœtus et du nouveau-né. Pour d'autres sociétés savantes comme Eurocat, on peut suspecter une microcéphalie à partir d'un seuil en dessous de 2 dérivations standards et on peut la confirmer quand on est en dessous de 3 dérivations standards. Donc là, on est loin du 5e percentile, on est plutôt aux alentours de 0,2 percentile à peu près. La prévalence, d'abord, à la base, ça c'est des chiffres qu'il faut avoir en tête, c'est à peu près 1,5 pour 10 000 naissances, d'accord ? Et les causes, surtout, il faut retenir que la plupart des causes sont parfaitement inconnues. 40% des microcéphalies ont une cause inconnue, 30% c'est la première cause connue, elles sont d'origine génétique, et le reste c'est des problèmes liés à la grossesse, des agents tératogènes, des virus, éventuellement même l'accouchement. Alors les premières publications sur ces contaminations et ces fétopathies, elles datent évidemment de cette année. Un premier papier dans Ultrasound in Obstetrics and Gynecology qui montre quoi ? Chez des patients brésiliens, des patientes brésiliennes, un premier fœtus dont le cerveau est le siège de très très nombreuses calcifications. Ça, ces calcifications, c'est des choses qu'on voit fréquemment dans les fétopathies d'origine virale, mais là, ça semble être un élément qu'on retrouve très fréquemment et de manière très importante avec le Zika, donc ici au niveau du cervelet, ici au niveau des hémisphères cérébraux.
Et puis dans ses premières publications, également des dilatations ventriculaires avec également une atteinte au niveau oculaire avec des calcifications chez ce fœtus. Le lien, il a été fortement, non pas établi, mais il y a eu quand même un lien net qui a été proposé avec cette autre case report, donc chez une patiente qui revenait du Brésil, avec un fœtus qui présentait des signes en échographie. Donc il y a eu une interruption de grossesse. En immunohistochimie, on a des traces du virus au niveau du cerveau fœtal, et puis en microscopie électronique, on trouve des traces du virus, bien entendu. Alors, quels sont les points importants à retenir concernant cette atteinte cérébrale? Il n'y a pas de microcéphalie sans atteinte cérébrale. Hein. Le crâne, il se développe que sous l'influence du développement du cerveau chez le fœtus. Autre point important, la microcéphalie, elle est inconstante. Elle est absente une fois sur 3. D'accord? Et puis surtout, ça c'est important pour les cliniciens que nous sommes, il existe une évolution temporelle avec une cassure de la croissance du PC qui s'effectue, avec une zone de prédilection pour cette inflexion qui se situe aux alentours de la fin du 2e trimestre, c'est-à-dire 28 semaines d'aménorrhée. Alors vous me direz, qu'est-ce qui se passe aussi si le fœtus est affecté au 3e trimestre? Sachez, je vous le dis déjà, qu'au 3e trimestre, en principe, il y a quasiment aucun cas de fœtopathie et d'atteinte cérébrale après des contaminations au 3e trimestre de la grossesse. Alors c'est important à souligner. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants aussi qui naissent avec des atteintes cérébrales, mais des PC qui sont encore considérés comme dans la norme, même si vous voyez qu'ils sont tout petits. Et finalement, c'est en postnatal qu'on voit survenir une microcéphalie indiscutable avec des cassures extrêmement brutales. J'attire quand même votre attention sur le fait que dans cette série brésilienne, je ne suis pas certain que les échographies aient toutes été faites comme on les effectuerait chez nous en métropole. Donc il y a une incertitude. Ça, c'est un tableau qui synthétise également l'ensemble des signes qu'on peut observer au niveau de l'atteinte cérébrale chez le fœtus. On a essentiellement une diminution du volume du parenchyme cérébral. Après, on peut observer des tas de types d'anomalies différentes, des lysencéphalies, des polymicrogyries. On a également très souvent des anomalies du corps calleux. Ça, c'est un élément qu'on observe, qu'on vérifie toujours quand on fait une échographie fœtale un peu poussée. Ces fameuses calcifications qui sont quasiment constamment présentes. Et puis, que dire d'autre? Des ventriculomégalies également, puis des atteintes au niveau de la fosse cérébrale postérieure ou du tronc cérébral. Autre diapositive pour montrer que l'atteinte, elle peut être parfaitement asymétrique, qu'on peut avoir des formes également qui sont ischémo-hémorragiques. Ici, vous avez sur un cerveau fœtal en échographie un caillot plus exactement dans les espaces péricérébraux, ce qui n'est pas forcément attendu, mais dès lors qu'il existe une infection au niveau du cerveau fœtal, il peut y avoir, les vaisseaux étant très fragiles, des phénomènes clastiques vasculaires. Dans une situation comme celle-ci, évidemment, on ne peut pas passer à côté. On a ce qu'on appelle quasiment une hydranencéphalie, un cerveau qui est rempli de liquide avec quasiment pas de parenchyme cérébral. Notez d'ailleurs que dans l'évolution de la courbe du PC chez ce bébé, dès lors que la ventriculomégalie est apparue, on a eu, après une cassure de la courbe de croissance, une expansion du périmètre crânien parce qu'il y a des phénomènes obstructifs qui ont permis au crâne de repousser. Alors, il y a des difficultés, évidemment, même quand on a l'habitude de faire un peu d'échographie. Par exemple, les lysencéphalies, c'est quelque chose qui n'est pas toujours très simple en routine à examiner. Vous avez ici un cerveau fœtal à 28 semaines d'aménorrhée en échographie et en IRM. Regardez la vallée sylvienne, d'accord? Elle a un aspect caractéristique à 28 semaines. Les sillons du cerveau se développent à partir du 2e trimestre de manière beaucoup plus importante qu'avant. Eh bien, si on ne regarde pas attentivement cette région-là, dans la lysencéphalie, ici, vous voyez, la vallée sylvienne est complètement plane. On n'a pas du tout ce rebord qui provient du lobe temporal qui vient recouvrir le lobe médian. Voilà, donc la différence, mais vous voyez que ça ne frappe pas forcément. Alors, au 3e trimestre, donc, je vous ai dit quasiment aucun risque d'infection. Je vais aller vite. On a des preuves expérimentales du risque d'atteinte chez le fœtus, mais chez la souris d'abord. Généralement, qu'est-ce qu'on observe? On observe surtout qu'on a une atteinte des zones germinatives qui vont conduire aux anomalies de développement. Ces lésions, on les voit apparaître après instillation chez le fœtus, que ce soit des instillations dans le liquide ou chez le fœtus lui-même, et même lors d'instillation intravaginale chez la souris. Donc ça plaide en faveur du risque de transmission materno-fœtale après une transmission sexuelle.
Chez l'homme, il a été montré également in vitro que le virus pouvait impacter le cycle cellulaire et induire une perturbation du développement des précurseurs neuronaux, hein, avec probablement un risque plus pathogène au niveau avec la souche brésilienne du virus. Alors, les conclusions des fétopathies, je vais passer, je vous l'ai déjà dit. Ces recommandations du HCSP, vous les connaissez, elles sont à votre disposition sur le site. Elles reprennent dans les grandes lignes ce qui a été dit au niveau de l'OMS. Donc ça, on pourra en rediscuter éventuellement après. Le HCSCP, pardon, non, c'est le Haut Conseil de Santé Publique, HCSP, a également élaboré des recommandations pour l'évaluation de l'enfant en postnatal quand il y avait un doute sur une infection ou une infection confirmée chez la femme. Bon, donc ça, c'est les moyens diagnostiques. Donc je vais passer. Petit point qui me paraît important quand même, puisque ça, c'était un sujet de discussion lors de l'élaboration des recommandations avec le HCSP. Le diagnostic anténatal, il est réglementé en France, d'accord? On ne fait pas du diagnostic anténatal comme ça dans son coin. Il y a des centres de diagnostic prénatal. Il faut savoir que l'interruption de grossesse pour motif médical, elle est accessible tout au long de la grossesse si la patiente en fait la demande. Et cette demande, évidemment, elle est acceptée s'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une infection d'une particulière gravité et considéré comme incurable. C'est le cas, bien évidemment, dans tous les cas qu'on a présentés. Alors, le diagnostic anténatal, il repose sur l'imagerie et également sur la ponction de liquide amniotique, éventuellement la ponction de sang fœtal. J'aimerais simplement terminer là sur cette diapositive qui insiste sur le fait qu'il ne faut pas céder à la psychose, je le pense. Alors, je le dis de mon point de vue de métropolitain, hein, certains me diront, mais quand on regarde en réalité les chiffres, et ça, c'est objectif, même si on a des données qui sont limitées. En fait, le risque, il dépend évidemment du taux d'attaque épidémique. Mais il est assez probable qu'un virus comme le CMV soit au moins aussi virulent, sinon plus virulent, que le virus Zika lui-même. Et puis, je pense que ces chiffres, il faut aussi les aborder du point de vue plus général du nombre d'anomalies congénitales qu'on observe en France. Hein, on a quand même, les femmes ont quand même recours à l'IMG pour des infections graves, à peu près 7000 fois dans l'année, il y a à peu près 7000 interruptions de grossesse pour motif médical chaque année en France. Hein, ça représente 0,8% des naissances vivantes. Voilà, on vous a donné ces chiffres sur les infections à Zika. Simplement, j'avais extrapolé, on en a discuté hier avec André Cabier, ces chiffres là, à partir des données de la Guyane et de la Martinique. Hein, quand on reprend les cas qui ont été diagnostiqués, hein, donc ça ne reprend pas toutes les patientes pour lesquelles il n'y a pas eu de diagnostic. Donc il y a certainement une surestimation du risque. Eh bien, on a sur 1500 cas, 1500 atteintes maternelles, 28 cas chez le fœtus, et chez le nouveau-né, ça fait 1,7%. Si on divise par 5, ça fait 0,4% des femmes qui ont été infectées en cours de grossesse. Ce ne sont que des approximations. Voilà, ça c'est les données brésiliennes. Donc je crois qu'il est temps de conclure. Je suis désolé, j'ai dû aller un tout petit peu vite. Simplement, ce qui est important, c'est ça, c'est la prévention. La surveillance qui est quand même bien organisée chez nous en France. On pourra discuter des problématiques locales dans certains territoires d'outre-mer. Et puis, pour moi, en tant qu'obstétricien, je trouve que si on doit trouver finalement un point positif dans cette problématique du Zika, c'est qu'elle a permis de faire le focus sur ces problèmes des fétopathies d'origine infectieuse qui, en réalité, sont très peu travaillés. Et il y a des gros centres qui se sont intéressés maintenant au sujet. Donc, j'espère que dans l'avenir, on aura des meilleurs moyens diagnostiques et peut-être des retombées thérapeutiques également, y compris pour d'autres virus comme le CMV. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup pour cet exposé très complet, très clair. Je pense qu'il y aura des questions dans la salle sur ce sujet, Zika, femme enceinte. Alors, j'ai une première question pratique. Finalement, une femme enceinte qui revient des Caraïbes, elle vient consulter. Et dans quel cas y a-t-il une indication pour faire une ponction de liquide amniotique et rechercher le virus? Alors,
ça, dans sa grande sagesse, le HCSP n'a pas donné d'éléments indicatifs, bien entendu, et a laissé cette décision à la charge des centres de diagnostic prénatal. Donc, première question, une femme tout venant ou éventuellement qui a fait des manifestations symptomatiques revient. Donc, on lui fait, et je pense que, notamment par rapport au laboratoire d'Isabelle, ces sérologies chez les femmes enceintes, elles sont prioritaires. Je sais que vous êtes submergés, mais vous les faites systématiquement chez les patientes. Donc là, on a une réponse déjà. Ensuite, on fait exactement de la même manière que la manière dont on procède pour d'autres infections, et en particulier le CMV. Certains centres feront systématiquement une amyosynthèse. Ce n'est pas notre partie, puisque à partir du moment où on fait une amyosynthèse, on sait simplement qu'il y a eu un contact, mais ça ne veut pas dire qu'il y a forcément une encéphalopathie ou une atteinte cérébrale. Et chez nous, c'est en tout cas, j'en ai suivi qu'une, dont la grossesse n'est pas tout à fait terminée. Pour l'instant, ça semble bien évoluer. On a pris le parti de les voir tous les mois en échographie et de se focaliser sur le cerveau du fœtus. Et même de principe, alors même qu'il n'y a pas forcément de signe en échographie, de programmer une IRM qui permet d'étudier correctement, de manière plus approfondie, le dessin des sillons cérébraux. Voilà, mais donc, nous, on n'effectue pas d'amyosynthèse systématique. Pourquoi ? Parce que si on n'a pas de signe écho, on ne saura absolument pas quoi en faire. Quoi. Et que, du coup, il nous paraîtrait difficile d'envisager, d'accepter, mais ça, c'est chacun peut avoir sa sensibilité, une demande d'interruption de grossesse pour motif médical si le risque est aux alentours de 1%, et surtout s'il n'y a pas de signe d'anomalie. Des questions dans la salle, peut-être ? Des réactions ? Vous avez dit qu'il n'y avait aucun risque au 3e trimestre. Est-ce qu'on a suffisamment de données aujourd'hui pour dire qu'il n'y a pas de passage transplacentaire du virus au 3e trimestre et qu'il n'y a aucun risque d'infection pour le fœtus ? Alors, je l'ai probablement mal dit, mais les données actuelles, elles ne permettent pas d'affirmer à 100% qu'il n'y a aucun risque lors d'une contamination au 3e trimestre de la grossesse. La seule chose, c'est quand on reprend toutes les données de l'épidémie d'Amérique du Sud et puis dans d'autres pays, on n'a jamais montré qu'une infection au 3e trimestre s'accompagnait de signes neurologiques chez le fœtus, chez le nouveau-né, pardon, et de microcéphalie. Alors, on a vu la microcéphalie, elle peut survenir ultérieurement. D'accord ? Il y a un problème de timing, d'évolution dans le temps, mais maintenant on commence à avoir un tout petit peu de recul et on peut quand même espérer, même si on ne peut rien exclure, que si un enfant se comporte correctement à la naissance, qu'il n'a pas de problème de tonus musculaire, qu'il tète bien, il est assez peu probable que secondairement apparaissent des lésions. On a vu que ces lésions, elles étaient principalement liées, c'est ce qu'on a d'ailleurs à partir des données chez l'animal, elles sont principalement liées à un trouble de la réplication des progéniteurs neuraux. Si on n'a pas d'impact immédiatement, on peut espérer qu'il n'y en ait pas secondairement. Je mets vraiment un bémol. Pourquoi ? Parce qu'on peut très bien imaginer qu'il y ait des atteintes sensorielles, par exemple, notamment auditives ou visuelles, qu'on n'a pas en période, enfin qui sont difficiles à évaluer en période néonatale. Donc il peut tout à fait y avoir un retentissement, mais on n'a pas de retentissement, semble-t-il, majeur. Voilà. Mais à suivre, bien entendu. Corollaire de ça, est-ce qu'on a des données sur l'infection du nouveau-né, l'infection précoce du nouveau-né, en d'autres termes des infections en périnatale ? Chez les mères qui... Alors, il y a de deux choses l'une. Soit la mère a été infectée en cours de grossesse et le bébé va bien. Donc, si elle a été infectée en cours de grossesse, elle va transmettre les anticorps à son enfant, d'abord par voie hématogène. D'accord ? Si elle n'allait pas, ça va, ces anticorps vont perdurer à peu près 3 mois après la naissance. Si elle allait, elle va lui amener des anticorps qui doivent le protéger un peu. Donc, théoriquement, il doit être protégé. Au-delà, je n'ai pas d'informations, moi, concernant ce risque-là. Peut-être qu'André a des éléments de réponse plus précis. Oui, juste la transmission néonatale a été décrite en Polynésie. Nous on en a observé aussi 3 cas. Et donc, dans les 3 cas, c'était des formes bénignes chez le nouveau-né. Et en Polynésie aussi, il me semble, avec donc une évolution très rapidement favorable pour le nouveau-né. Donc, pas du tout ce qu'on a pu observer avec le chikungunya, par exemple. Donc, ça veut dire des enfants nés de mères qui n'ont pas été contaminés en cours de grossesse et qui se font piquer par le virus en période néonatale. Qui accouchent avec le Zika, quoi.
Voilà, qui accouche en faisant un Zika symptomatique. Ah oui. Et donc probablement une transmission qui a lieu au moment de l'échange de sang, comme on l'observe avec la dengue ou avec le chikungunya. Question là. J'avais une question. Quand on se retrouve devant une Vous microcéphalie... pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, pardon. Docteur Canavo du laboratoire de virologie au CHU de Nice. Quand on se trouve face à une microcéphalie, est-ce que la sérologie chez la mère permet d'exclure l'implication du Zika? Ouais, enfin, sous réserve que, après, c'est un problème de sensibilité du test, donc je me tournerai plutôt vers le virologue. Pour moi, si une mère est séronégative, elle peut difficilement avoir transmis le virus, à condition évidemment que la sérologie elle ait été faite au moins un mois après l'infection. Mais... En fait, on a déjà eu des cas comme ça de suspicion, de cas de microcéphalie sur des gens qui ont voyagé plutôt en Afrique. Et dans ce cas-là, on va jusqu'au bout, on va jusqu'à la caractérisation par séroneutralisation chez la mère. S'il n'y a pas de neutralisant, c'est qu'elle n'a pas été infectée. Donc ça, on est capable de le faire, oui. Pour savoir si la mère n'a pas eu du tout d'infection par le virus Zika. En particulier, je vous dis, souvent, on a eu le cas sur des mamans avec des microcéphalies, où le bébé a une microcéphalie et qu'on voyageait en Afrique, où on a des suspicions sur Zika. Enfin, je participe au CPDP, c'est vrai qu'on a souvent la question de la part des gynécologues. Est-ce que devant une microcéphalie chez une femme qui n'a pas a priori de facteur de risque épidémiologique du Zika, au jour d'aujourd'hui, il faut quand même faire la sérologie, qu'il n'y a pas de notion de voyage, ni d'elle, ni de son conjoint? Si vous avez une microcéphalie en cours de grossesse, je pense que ça doit faire partie du bilan, mais D'accord. ça doit pas être. C'est quand même pas des situations qui sont très très fréquentes. Microcéphalie, on a vu, c'est 1,5 cas pour 10 000 naissances. Donc c'est quand même des pathologies qui sont relativement rares et qui recourent à un spectre de maladies très, très varié. Donc pour quelques cas, je pense que ça doit être jouable. Il faut négocier avec Isabelle. Je me permets simplement une petite précision par rapport à la question qui m'a été posée précédemment. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de transmission de la mère au fœtus au 3e trimestre. J'ai simplement dit que lors d'une contamination au 3e trimestre, il n'y avait pas d'écrit, actuellement en tout cas, de signe de fœtopathie. Oui, sur le cas de microcéphalie sans lien épidémiologique, normalement, il n'y a pas réellement d'intérêt, sauf qu'on se rend compte sur chaque émergence, sur les cas un petit peu compliqués, que les gens, ils ont tendance à oublier qu'ils ont un amant ou une chose comme ça. Donc, en fait, ça vaut toujours le coup, parce qu'on a des petites histoires comme ça assez rigolotes. D'autres questions? J'avais une question concernant l'allaitement. Donc finalement, le Haut Conseil a dit qu'en fonction des connaissances actuelles, il n'y avait pas lieu de prendre des recommandations particulières. Un commentaire là-dessus? Non, c'est vrai que il y a de toute façon un bénéfice à allaiter pour d'autres raisons. Après, s'il y avait vraiment un risque de transmission de l'affection au fœtus, il est évident, au nouveau-né, pardon, il est évident qu'il faudrait contre-indiquer l'allaitement. Mais en tout état de cause, il n'y a actuellement pas de cas rapportés de transmission de la mère au nouveau-né via l'allaitement maternel. Donc, je crois qu'on peut... On peut tout à fait appliquer cette recommandation de laisser les patientes allaiter quand elles le souhaitent. Merci. Juste une dernière question. Pour la procréation médicalement assistée aujourd'hui, on en est où? C'est quoi les recommandations, les dernières recommandations? Alors, c'est pas très clair, justement. Donc, je ne sais pas comment fonctionnent parce que j'en ai rediscuté la semaine dernière à notre collège avec justement un médecin qui était impliqué là-dedans et qui disait que justement aux Antilles, les centres d'aide médicale à la procréation fermaient la porte actuellement compte tenu de... Alors ça va peut-être changer maintenant dans la mesure où on est en bas du pic épidémique, mais ils ne voulaient pas faire d'aide médicale à la procréation. Alors après... nous, ce qu'on fait volontiers quand il y a un doute chez des gens qui voyagent et qui de toute façon étaient inscrits dans un programme d'aide médicale à la procréation, c'est qu'on fait quand il s'agit du conjoint. Donc, puisqu'on a vu que chez madame, on pouvait... Puisque quand on prend 8 mois quand on prend 8 semaines de délai chez une femme
c'est relativement court, mais c'est déjà beaucoup. Enfin là, on prend beaucoup de précautions en disant 8 semaines. Chez l'homme, quand on dit 6 mois, on a vu aussi que c'était des cas exceptionnels, quand même, a priori. Mais on peut de toute façon facilement tester le sperme en PCR. Hein. Oui. Et on n'a encore jamais montré, en tout cas, je n'ai pas vu de rapport sur le sujet, que l'infection en périconceptionnel s'accompagnait des signes d'embryo-fœtopathie. Prudence, quand même. Bien, pas d'autres questions, d'autres commentaires? Merci aux intervenants, merci aux orateurs, merci à la salle. Merci beaucoup. Bonne fin de récaille.